Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo multicritique des nombreux films que j'ai vus depuis environ mi-février. Enfin, tellement nombreux que je vais devoir diviser la vidéo en deux. Donc là, je vais faire une première vidéo avec 7 films que je vais moyennement apprécier, on va dire, peut-être même un petit peu moins. Et je ferai une autre vidéo qui sortira soit cette semaine, soit la semaine prochaine, des 7 autres films que j'ai vus qui, eux, pour le coup, sont un petit peu mieux. Oui, parce que les habitués, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu énormément de vidéos critiques ces derniers temps. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous voulez directement passer à la partie, vidéo critique, vous avez le timecode juste en dessous. Et donc pour la faire courte, ces derniers temps, j'ai pas eu énormément de temps justement pour mes différentes, vidéos. Alors je faisais l'actu des mouches qui sortait tous les dimanches. Je vous informe que ce format va être amené, pas forcément à disparaître, mais il sera pas forcément, hebdomadaire désormais. Je pense que ce sera vraiment en fonction de l'actualité, s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire ou pas. Là, ça tombe bien entre guillemets parce que cette semaine, j'avais pas grand chose à dire concrètement. Et donc désormais, c'est possible qu'il y ait une seule vidéo critique qui sorte chaque semaine, voire pourquoi pas une vidéo multicritique, peut-être même éventuellement 2 vidéos, mais je ne me mets plus vraiment la pression. Je mets des gros guillemets parce que j'avais pas la pression, mais fallait quand même sortir la vidéo tous les dimanches par rapport à l'actualité. Vidéo qui au passage durait environ une dizaine de minutes, alors j'imagine que vous savez bien que ça ne me prend pas 10 minutes dans les faits. Entre le montage, les recherches sur les différents films, les informations concernant les différents jeux, les rumeurs, etc., etc., plus la finalisation, la vignette et compagnie, bah, ça me prenait facilement entre 3, mais ça c'est vraiment le minimum, c'était au minimum 3 heures, voire jusqu'à 5 heures pour, bah oui, 10 pauvres petites minutes. Alors que les vidéos critiques, eh bien tout simplement, c'est du react. C'est juste, je donne mon avis sur le film que j'ai vu, ou le jeu auquel j'ai joué. Ça pareil, je l'avais dit en début d'année, mais je pense que je vais également essayer de me tourner un petit peu plus, enfin sans pour autant délaisser le cinéma, mais essayer d'inculquer un petit peu plus de jeux vidéo là-dedans. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez des petits changements dans les semaines à venir. Et nous allons donc enfin pouvoir commencer les critiques des différents films que j'ai vus ce dernier mois et demi. C'est pas forcément dans un ordre de classement, c'est même pas du tout dans un ordre de préférence, c'est juste à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai visualisés. Sachant qu'il y en a certains pour lesquels j'avais pas pris de notes du tout, et vu que j'ai vu pas mal de films ces derniers temps, bah, j'ai certainement oublié pas mal de choses concernant certains d'entre eux. Donc il est possible, et auquel cas ne vous étonnez pas que sur certains films, bah, j'ai pas grand chose à dire et que je passe rapidement dessus. Alors vous me direz, bah, pourquoi dans ce cas tu fais 2 vidéos différentes? Au cas où j'ai plein de trucs à dire sur certains films, je préfère scinder 7 films d'un côté et 7 films de l'autre. Et nous allons commencer par le premier d'entre eux qui est un film qui était multi-nominé aux Oscars, il s'agit de The Brutalist. Promise you won't let it drive you mad. I promise. Le film nous raconte en très grande partie l'histoire de Laszlo qui est un réfugié hongrois d'après-guerre, et celui-ci va donc débarquer aux États-Unis et essayer de reconstruire sa vie, bah, à la fois en tant qu'être humain et également en tant qu'architecte. Et c'était moyen. Et je pense, même si j'ai clairement essayé d'en faire abstraction en allant voir le film, que c'est en partie dû à cause de toutes les critiques dithyrambiques que j'ai pu lire avant d'aller voir le film justement. Et c'est pas très gentil ce que je vais dire, mais pour moi ce film c'est un petit peu de la branlette concrètement. Avant que le film sorte, je disais que ça me faisait un petit peu penser au film Le Pianiste. Dans les faits, j'avais un petit peu raison, le contexte est pas tout à fait le même, c'est un tout petit peu après la guerre, mais c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'ici, bah, c'est pas aussi intéressant et concrètement, ce qui sauve un peu le film, on va dire, c'est surtout les différents panoramas, on va dire, qui nous sont proposés, les différents décors. Clairement, enfin, ça mérite pas tous les éloges qu'il a eu, quoi. Surtout que j'arrive pas à comprendre, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont fait un film aussi long alors que tu peux clairement enlever 1 heure sans aucun problème. Parce que oui, le film, il dure environ 3h15, je crois, quelque chose comme ça. Alors moi, je suis pas du tout réfractaire aux films qui durent 3 voire 4 heures. Quand j'avais regardé Justice League, la Snyder Cut, je l'avais regardé en une seule traite, ça m'a pas posé de problème. Là, je dois reconnaître que, ayant subi un petit peu la première heure 30 environ, le petit entracte qui est proposé au milieu du film, je dois reconnaître qu'il a fait du bien, honnêtement. Mais je trouve personnellement qu'il y a plein de moments où ça traîne en longueur pour pas grand chose. Il y a plein de scènes qui sont inutiles. Les personnages sont à peu près travaillés. Tout n'est pas acheté, attention, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est un film de merde, mais au niveau du casting, déjà, voilà, on va revenir sur le casting. Le casting, il est plutôt bon, les acteurs sont plutôt bons. Guy Pearce, honnêtement, alors. Il joue bien, hein, c'est pas le problème, mais de là à dire qu'il aurait mérité la statuette, non, clairement pas, je trouve. Adrien Brody, ça m'étonne pas trop qu'il ait eu l'Oscar du meilleur acteur, même si encore une fois, je trouve pas que c'était le plus méritant. Et je reviendrai d'ailleurs pas sur les différentes polémiques qu'il y a eu par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour masquer, enfin, modifier un petit peu son accent. Et à côté de ça, même s'il y a d'autres acteurs, mais je vais rester surtout sur les acteurs principaux, bah on a Felicity Jones qui, pour moi, est la meilleure actrice du casting. Après, il y a des points intéressants également, du style, bah, le projet, la commande qui est passée auprès de Laszlo durant le film, parce qu'en fait, le film se concentre en grande partie sur la construction d'un bâtiment.
Je dois reconnaître que ça, c'était plutôt intéressant à suivre, voir comment ça évoluait. Il y a un moment, on arrête le projet pour, je ne sais plus quelle, raison. Le projet reprend par la suite. Tu apprends également vers la fin du film que, bah, finalement, le bâtiment en lui-même, la façon dont il est conçu, il y a une histoire, derrière. Mais sinon, je trouve que c'est un film un petit peu oubliable honnêtement. Je pense vraiment pas que je le regarderai une, deuxième fois. Alors certainement que, bon, la vidéo commence assez mal. Je pense qu'il y en a déjà plein qui vont quitter la vidéo à partir de ce film-là. Même si, de ce que j'ai vu, je suis pas le seul, hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde qui se sont fait chier, devant. Je dis se faire chier, non, ouais, on va employer quand même le terme. Mais ceux à qui ça ne plaît pas ce que je viens de vous dire, si ça peut vous rassurer, dites-vous que je ne me suis pas fait chier tout au long du film pour autant. Et ce sera même pas un film qui, je pense, sera dans mes flops en fin d'année. Contrairement au film suivant, qui a toutes ses chances, lui, de rester dans mon flop 10 en fin d'année, il s'agit du film Queer. I want to talk to you without speaking. On y suit l'histoire de William Lee, un Américain qui mène une vie un petit peu désabusée dans le Mexique des années 50. Je vais pas dire que j'avais des attentes vis-à-vis de ce film, mais j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner. Eh ben, croyez-moi, j'ai pas été déçu, ou devrais-je dire plutôt si je l'ai été. Pour simplifier, on va dire que c'était un film chelou qui partait un petit peu dans tous les sens et qui par moments était justement totalement dénué de sens. On a le personnage de William Lee qui est interprété par Daniel Craig qui pour le coup joue extrêmement bien. Par contre là, dans le film, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, ça le sort complètement du registre habituel, enfin dans lequel on le voit évoluer habituellement. Là, la prestation, ouais, franchement, elle est bonne. Et donc, il va rencontrer un jeune dont il va tomber éperdument amoureux. Alors, il y a des scènes qui sont assez hautes et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de trucage dans ces scènes-là. Donc, c'est pareil, je trouve qu'il y a une grosse prise de risque de la part des acteurs, notamment de Daniel Craig, qui, comme je vous le disais, bah, on est habitué à le voir dans des rôles plutôt de gangster, ce genre de choses. Oui, James Bond est un gangster, hein. Mais comme je vous le disais, ça part dans tous les sens. Le film m'a complètement perdu dès, je pense, les 20 premières minutes. Je vous cache pas que c'est des bribes de souvenirs que j'ai du film. Enfin, je l'ai vu il y a un petit moment déjà, et j'ai le souvenir qu'il y a des scènes, j'avais l'impression, pour faire simple, j'avais l'impression qu'il fallait être sous drogue pour apprécier le film. Et je suis vraiment extrêmement sérieux quand je vous dis ça, et je pense que c'est dû en partie que le personnage principal, donc William Lee, est un mec qui est complètement accro à la drogue, et du coup il y a plein de scènes qui, comme je vous le disais, bah, n'ont pas de sens, même si c'est justifié dans la mesure bah, où justement le personnage prend de la drogue, mais j'ai jamais réussi à rentrer dans ces scènes-là, à rentrer dans le délire que le film voulait nous imposer. Il y a des films dans lesquels il se passe des scènes du même genre, ça me pose pas de problème en particulier. Là, j'ai vraiment subi toutes ces scènes, c'est-à-dire bah, les 3/4 du film à peu près. Et le pire, c'est que globalement, ça ne mène à rien. T'arrives à la fin du film, tu te dis, ça a servi à quoi en fait tout ce qu'on nous a montré? Après attention, je n'ai pas lu le roman, mais je considère qu'en tant que spectateur, on ne doit pas avoir à lire un roman pour comprendre ce qui se passe dans le film. Qu'on y fasse des références ou qu'on passe des petits trucs sous silence qui ne nous empêchent pas la compréhension du récit, ça me pose pas de problème en soi, mais si c'est tel quel dans le roman, je pense que bah, c'est pareil, il faut lire le roman dans certaines petites conditions un peu cheloues. Donc ma conclusion, ce qui pourrait sauver le film, je me permets de mettre des guillemets, ce serait la prestation des acteurs et le côté esthétique un petit peu. Mais vraiment un petit peu. Et sans transition, nous allons enchaîner avec le prochain film, il s'agit de Creation of the Gods 2 Demon Force. 地天下安般，天下共主，故当如是。 Aïe aïe aïe, quelle déception pour ce film. Pourtant, j'avais vraiment apprécié le premier, mais là, j'ai eu l'impression de me retrouver face au Seigneur des Anneaux. Attendez, attendez avant de mettre votre pouce, de quitter la vidéo, de me cracher dessus en commentaire, je m'explique. En gros, pour résumer très rapidement, Le Seigneur des Anneaux, j'ai plutôt apprécié le premier film, le deuxième, je l'ai pas apprécié beaucoup, et le troisième, par contre, je l'ai beaucoup aimé. Et ben là, ça part un petit peu pour être la même chose, parce qu'il y a un troisième film qui va sortir. Le premier, ça a été vraiment une très bonne surprise, j'avais beaucoup aimé son scénario, tout ce qui se passait, les scènes d'action et compagnie. Là, le deuxième, ben, je me suis un peu emmerdé honnêtement. Et je fais pas juste la comparaison au Seigneur des Anneaux par rapport à ça et par rapport au fait que ce soit une trilogie, mais dans ce film justement Creation of the Gods 2, ben c'est presque juste une seule bataille en fait. Et du coup, ben il se passe pas grand chose dedans par rapport au premier film, il y a pas trop d'évolution au niveau des personnages, on introduit un ou deux nouveaux personnages, mais alors si, ils sont quand même un petit peu développés dans l'intrigue, mais finalement quand tu vois comment ça se conclut, bah t'es un petit peu déçu. Et puis alors les effets spéciaux, alors autant dans le premier film je pouvais pardonner parce que les effets spéciaux ils étaient
à peu près correct, même si tu voyais clairement l'image de synthèse. Là, dans celui-ci, il y a des plans, c'est juste pas possible. Ça reste un divertissement correct, on va dire, mais je trouve qu'il y avait pas la même âme, qu'il y avait pas tout à fait le même charme que dans le premier film. Et au-delà de ça, malgré de bonnes idées dans les chorégraphies des combats, je n'ai pas retrouvé le côté épique qu'il pouvait y avoir dans le premier film. Là, dans celui-ci, il y a quand même quelques scènes qui sont plutôt bonnes, mais je sais pas, j'ai pas été autant happé par, les scènes de bataille. Et pourtant, comme je vous le disais, ça se limite presque à une seule bataille durant tout le film. Après, j'ai pas trop envie de revenir honnêtement sur le jeu des acteurs parce que je trouve que c'est extrêmement surjoué du début à la fin, mais dans mes souvenirs, c'était un petit peu comme ça dans le premier. Ça donne un petit peu un côté nanar, mais je le dis pas méchamment, quand je dis ça comme ça. Mais en tout cas, j'attends malgré tout le troisième film et j'espère qu'il sera à la hauteur, même encore mieux que le premier justement, pour redorer un petit peu le blason de la trilogie, qui n'est pas mauvaise, attention encore une fois, et surtout qui nous offrira un petit peu plus de variété que ce qu'a pu nous proposer ce deuxième film. Nous enchaînons maintenant avec le film Blanche-Neige sur lequel je ne compte pas forcément trop m'attarder. It's time to restore our kingdom. Follow me. Il s'agit donc d'une énième adaptation de l'histoire de Blanche-Neige, mais à la sauce Disney et mise au goût du jour, on va dire. Comme pour The Brutalist avec sa polémique concernant l'intelligence artificielle, je ne vais pas revenir sur les différentes polémiques qui entourent ce film. Mais par contre, je ne cautionne absolument pas toute la haine qui entoure ce film, même si on va être cash, je n'ai pas apprécié le film du tout, j'ai subi ma séance, j'attendais qu'une seule chose, c'était que ça se termine. Mais il y a plein de gens qui étaient en train de dire que c'était le pire film de tous les temps avant même qu'il soit sorti. Il y avait même des choses, enfin, il y a toujours des critiques qui sont extrêmement gratuites vis-à-vis de ce film. Mais comme je le dis à chaque fois, ce qu'il faut, c'est que vous vous fassiez votre propre avis. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont apprécié le film, certains youtubeurs qui ont apprécié le film. Moi, c'est absolument pas mon cas. Et c'est en partie dû au fait que il y a trop de chansons, clairement, j'en peux plus. Et j'ai absolument rien contre les comédies musicales. Moulin Rouge, c'est un film que j'aime beaucoup. La La Land, c'est un film que j'ai adoré. Là, je savais que ça allait être une comédie musicale, mais clairement, ça m'a gavé. Enfin, le film dure moins de 2 heures. Il me semble qu'il dure 1h40. Je dis peut-être des conneries, je vérifierai. Mais concrètement, c'est limite à 3 minutes, allez, on va dire entre 3 et 5 minutes d'intrigue où ça parle juste, et après, c'est 5 minutes de chanson. Et c'est ça, du début à la fin du film. Et du coup, tu n'as rien le temps de créer, t'enchaînes juste des chansons sur des chansons sur des chansons, et c'est à peu près tout. Et du coup, malgré le fait que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Blanche-Neige, j'ai vraiment eu une sensation de bâclé sur pas mal de points. Et j'ai envie de dire, c'est encore pire pour les enfants parce qu'il faut être honnête, Blanche-Neige, c'est un film fait par Disney qui a été clairement fait un petit peu plus pour un public plus jeune, mais c'est tellement bâclé, on va tellement de scène en scène ultra rapidement que mais je vois même pas comment ça pourrait les intéresser en fait. Je note cela dit un très bon point, Gal Gadot, dont j'avais dit que j'appréciais pas particulièrement son jeu d'actrice dans les différents rôles qu'elle a pu avoir. Là, en tant que méchante, je trouve que elle remplit plutôt bien son rôle. Et malgré son rôle de méchante reine avec lequel elle pourrait justement avoir un faciès un petit peu neutre comme elle peut l'avoir habituellement, ben non, j'ai trouvé que on ressentait bien justement à la fois la colère, l'envie, la jalousie, enfin les émotions passaient bien globalement. Et par contre, l'actrice qui joue Blanche-Neige, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était en surjeu dans beaucoup de scènes. Et c'est là où je me disais, bah ouais, en fait, c'est fait pour les gamins, mais du coup, ça contraste un petit peu avec ce que je vous disais juste avant, avec l'intrigue qui est bâclée. Donc, j'ai l'impression qu'ils savent plus adapter des films pour les enfants, justement. Et quand je dis surjouer, c'est vraiment par rapport aux différentes réactions qu'elle peut avoir, qui sont la plupart du temps extrêmement exagérées, du style, il va y avoir une surprise à un moment donné, elle va faire un gros ce genre de choses, vous voyez. Et finalement, le fait que les nains soient pas de véritables acteurs, ça m'a pas dérangé plus que ça. Visuellement, je trouve que c'était plutôt bien réussi. D'ailleurs, visuellement, en soi, le film est pas dégueulasse, je trouve. Comme quoi, vous voyez, tout n'est pas acheté dans le film. Mais comme je vous le disais, c'est pas pour autant que je vous le recommande. Nous arrivons maintenant au film qui m'a certainement le plus déçu récemment. Il s'agit de L'Attachement. Et puis il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. On y suit l'histoire de Sandra, une femme solitaire qui partage malgré elle du jour au lendemain, on va dire l'intimité de son voisin et de sa petite famille. Comme je l'avais dit juste avant la sortie du film, je trouvais que la bande-annonce était extrêmement prometteuse et finalement ça a été un petit peu la douche froide. Et c'est vraiment con parce que le début du film, je trouvais que ça partait dans l'état d'esprit de la bande-annonce, donc je trouvais également que c'était prometteur avec le petit Elliot justement qui est le voisin de Sandra qui va se lier un petit peu d'amitié avec elle, enfin on sent qu'au début il y a une certaine distance entre les deux. Et je m'attendais à ce que le film s'attarde vraiment sur cette relation.
Et en fait, pas du tout. Le film part un petit peu dans tous les sens et il y a des séquences même qui sont un petit peu incompréhensibles et ça a vraiment gâché, je trouve, l'ensemble du récit. Et je comprends vraiment absolument pas le choix qui a été fait parce que quand tu regardes la bande-annonce et quand tu regardes les différentes affiches du film, tu t'attends clairement à ce que le film s'attarde sur la relation entre le petit Elliot et Sandra justement. Et en fait, bah, plus de la moitié du film, ça va être consacré au personnage d'Alex qui est incarné par Pio Marmaille. Et du coup, quand tu vois ça, bah, tu peux pas t'empêcher de te poser la question, bah, où est-ce qu'on veut en venir exactement? Parce que t'as vraiment l'impression que l'histoire hésite entre plusieurs directions. Tu te dis, bon, bah, à un moment donné, on va suivre tel personnage, à un moment donné, on va suivre tel personnage, on va essayer de recouper tout ça pour faire une pseudo-intrigue, mais du coup, ça donne un scénario un petit peu décousu. Et on a donc le personnage de Sandra qui reste clairement le plus intéressant du film, qui va évoluer de manière assez logique tout au long du film. Je dis assez logique parce qu'il y a des moments, t'as des situations qui n'ont pas vraiment de sens. Et je pense notamment, je vais pas spoiler, mais le plan final, j'étais là, j'étais bah, tout ça pour ça, en fait. Enfin, pourquoi on termine sur ce plan-là? Ça a pas de sens, ça devrait se passer autrement. C'est volontairement flou pour pas vous spoil, mais t'as l'impression, en fait, qu'il y a une relation qui va sortir d'un petit peu nulle part entre elle et un autre personnage, alors que pendant tout le film, bah, on essaie de s'attarder sur sa relation avec le petit Elliot, justement. Donc, pour moi, c'était vraiment pas clair, le final. Ce qui va m'amener aux acteurs. Alors, pour le coup, Valeria Bruni Tedeschi, je sais pas si je le prononce correctement, celle qui joue le rôle de Sandra, elle joue hyper bien. Franchement, elle porte le film, elle est toute seule. Par contre, Pio Marmaille, c'était compliqué quand même, hein. Et pourtant, c'est un acteur que j'apprécie de manière générale dans la plupart de ses rôles, mais là, ça m'a fait un peu le même effet que ça m'avait fait la même chose devant, Manchester by the Sea avec, Casey Affleck. Tu vraiment l'impression de voir les indications, en fait, de la réalisation. Mais je vous jure, il y a vraiment des moments où j'avais l'impression que la réalisatrice était à côté de lui en train de lui dire avec un mégaphone: «Alors là, maintenant, tu vas dire ta phrase. OK, maintenant, tu te stoppes. Là, maintenant, tu pleures. Attends un petit peu. Stop, arrête-toi. Voilà, maintenant, dis ta phrase suivante.» Et le problème, c'est que si je vous dis ça, je l'ai pas eu qu'une seule fois cette sensation. Le film partait plutôt bien. Au début, j'ai pas trop remarqué ce genre de situation. Et par contre, au bout d'un moment, je ne voyais que ça. Mais vraiment, c'était marquant et je trouve que ça enlève vraiment toute authenticité pardon, au niveau des émotions. Et par contre, comme je vous le disais, je reviens rapidement dessus, mais l'actrice Valeria Bruni Tedeschi, encore une fois, excusez-moi si ça ne se prononce pas de cette façon, elle, on ressent parfaitement ses émotions, il y a aucun surjeu, tu crois vraiment à fond, son personnage, il est plutôt bien développé, honnêtement et sa relation avec le petit Elliot, là, concrètement, on y croit à fond. On les voit beaucoup évoluer ensemble et de manière assez logique tout au long du film, on les voit également évoluer un petit peu individuellement et pour moi, c'est vraiment là-dessus, ce point sur lequel le film aurait dû s'attarder. Sauf que tu ne sais pas pourquoi, comme je vous le disais, à un moment donné, ça s'attarde sur le personnage, d'Alex, donc incarné par, Pio Marmaille et ça reste dessus beaucoup, mais beaucoup trop longtemps. Après, pour moi, il y a quelques petits manques de cohérence par moment également. Tu as des personnages, tu vas aller voir une scène, c'est la première fois qu'ils se rencontrent et l'instant d'après, tu as l'impression qu'ils se connaissent depuis 5 ans. Et de temps en temps, par-ci par-là, tu as des échanges qui sonnent un petit peu faux et des réactions qui sont un petit peu sorties de nulle part. Du coup, bah, malheureusement, ça m'a un petit peu sorti du film par moment. Je vais rapidement en parler, mais on a également l'acteur Raphaël Quennard qui joue dans le film. Lui, il a un tout petit rôle pour le coup, mais le peu de fois que tu le vois à l'écran, bah, ça fait plaisir de le voir. Je trouve que lui, encore une fois, il sait parfaitement jouer. Donc voilà, conclusion, c'est un film qui m'a vachement déçu. J'avais fait toute une grosse critique à la base, je comptais sortir une vidéo individuelle dessus, mais je suis parti finalement sur The Monkey et j'ai pas eu le temps de la faire de mon côté. Là, je vous ai donné globalement les grandes lignes. Ce qui nous amène donc à l'avant-dernier film, il s'agit de The Last Showgirl avec Pamela Anderson. On y suit l'histoire de Shelly, une danseuse de cabaret d'un certain âge qui va devoir faire face à son avenir suite à l'arrêt brutal des représentations auxquelles elle participe depuis environ une trentaine d'années. Et celui-là, je suis assez mitigé et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait moyen de faire vraiment un très bon film, mais là j'ai juste eu l'impression de me retrouver face à un sous The Wrestler dans le monde du cabaret au lieu du monde du catch. Et sans mentir, je pourrais presque arrêter ma critique là-dessus parce que c'est vraiment ça le résumé, enfin en tout cas moi ce que j'en ai pensé. Mais il y a de bons points dans le film. Par exemple, les acteurs, de manière générale, ils sont vachement bons, que ce soit Pamela Anderson, que ce soit Dave Bautista, que ce soit Jamie Lee Curtis, que je n'ai absolument pas reconnu d'ailleurs. J'ai mis au moins 10-15 minutes avant de comprendre que c'était Jamie Lee Curtis. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on nous présente plusieurs personnages, même si le film va surtout s'attarder sur le personnage de Shelly. Mais comme le film est très court, je crois que dans mes souvenirs, il dure 1h15, 1h20, quelque chose comme ça. En tout cas, il dure moins d'1h30, il me semble. Bah, t'as pas le temps de développer quoi que ce soit en fait. On nous montre la vie de Shelly et sa passion pour le cabaret, accompagnée de ses différentes collègues et amies, mais elles apparaissent de temps en temps de manière un petit peu aléatoire. Un coup, tu vas en avoir une qui va débarquer pour tel point de l'intrigue, une autre qui va arriver à un autre moment pour un autre point de l'intrigue, mais on va jamais vraiment développer tout ça. Du coup, t'as juste l'impression que c'est là pour habiller le film, je mets des guillemets, mais concrètement, bah en fait, c'est soit on aurait pu enlever tout ça et en faire un film finalement de 45 minutes, 1 heure, ou
justement développer un petit peu ses sous-intrigues pour en faire un film un petit peu plus long. La relation qu'il a plus développée dans le film, c'est celle entre Shelly et sa fille. Globalement, ça, c'est pas trop mal, mais comme je vous disais, le reste, c'est complètement sous-développé. Enfin, tu vraiment une scène à chaque fois pour te parler d'un truc avec un autre, personnage, une autre scène avec un autre personnage. La plupart du temps, en plus, ça se résout pas du tout parce que t'as pas le temps de développer ça justement, c'est juste on aborde le point. Donc en fait, tu te demandes: «Pourquoi? Pourquoi vous nous montrez ça, en fait?» Et c'est dommage parce que personnellement, je trouve qu'il y a quand même une âme qui se dégage, de ce film. Le film n'est pas mauvais, enfin, je me suis pas emmerdé pour autant devant, c'est juste que j'ai vraiment eu cette sensation de frustration de voir, une scène et de me dire: «Ça s'arrête là, ça va pas plus loin». Enfin, ouais, c'est ça, c'est un film un peu frustrant de par son manque de développement. Mais malgré tout, intéressant, notamment par rapport à la prestation de Pamela Anderson qui est vraiment extrêmement bonne dans son rôle. Donc voilà, c'est pas forcément un film que je déconseille, mais c'est un film qui aurait clairement pu être mieux que ce qu'il est. Et enfin, nous allons terminer avec cette vidéo qui est déjà un petit peu trop longue, je pense, et c'est là que je me dis heureusement que je vais faire 2 vidéos différentes, avec le film The Alto Nights. How do you know what he's gonna do? Alors lui, pour le coup, j'avais pas d'attente particulière et je l'ai pas détesté du tout, mais comme je voulais faire 7 films d'un côté, 7 films de l'autre, bah, j'ai tiré un petit peu au sort, dans un des films de la deuxième vidéo pour l'intégrer, à la première et que ça équilibre un petit peu tout ça. On y suit une petite partie de l'histoire de Frank Costello et Vito Genovese qui étaient 2 gros parrains de la mafia new-yorkaise. Et alors lui, vous voyez, c'est un petit peu l'inverse de l'attachement, c'est-à-dire que le film a démarré, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Par contre, une fois que tout était bien posé, là derrière, j'ai réussi à suivre le film correctement. Je dis une fois que tout était bien posé parce qu'au début, faut dire les choses telles quelles, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti, j'ai trouvé que le montage était un petit peu, je vais pas dire catastrophique, mais plutôt chaotique on va dire. T'as une scène d'introduction et c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce où t'as Frank Costello qui va se faire tirer dessus. Suite à ça, pendant on va dire entre 15 et 30 minutes, je saurais pas resituer exactement au niveau du timing, tu vas avoir un enchaînement de flashbacks pour revenir justement au moment où il va se faire tirer dessus. Sauf que tout le moment avec le flashback, c'était un petit peu le bordel que j'avais trouvé. Et ce qui m'a pas aidé, je suis désolé de le dire, mais pour moi c'est un gros point négatif du film. Enfin, c'est un point négatif mais positif, hein, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ils ont choisi Robert De Niro pour jouer le rôle des 2 mafieux? Parce que c'est pas des frères, c'est pas comme dans le film Legend où tu as Tom Hardy qui interprète 2 rôles différents et qui le fait très bien. Et là justement, c'est en partie le point positif comme je vous le disais, c'est que Robert De Niro, il joue très, très bien le rôle des 2 mafieux qui n'ont pas du tout la même personnalité. Tu le retrouves d'un côté dans Frank Costello, son rôle un petit peu habituel de parrain assez posé et à côté, bah, tu as un comportement un petit peu à la Joe Pesci, dans Les Affranchis, celui qui va gueuler tout le temps, qui va dire, 1 million de fuck, à la minute, ce genre de choses. Et du coup, comme au début du film, enfin moi personnellement, j'ai trouvé que le montage allait assez vite, au niveau des cuts, enfin on passait très rapidement d'un personnage à un autre. On te citait un coup Vito, un coup Frank. J'arrivais pas à distinguer les 2, même si au fil, des scènes, je comprenais que Vito, c'était celui qui avait des lunettes, mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils ont pas pris Joe Pesci? Il est encore vivant, il a le même âge que Robert De Niro et dans le film, c'est pas des frangins, c'est juste des potes d'enfance, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi ils ont tenu tant à prendre Robert De Niro dans les 2 rôles. Et il y a certainement une explication, mais je ne l'ai pas cherchée, donc s'il vous plaît, ne me gueulez pas dessus. S'il y a une explication, bah, je vous invite plutôt à me la donner en commentaire. Et comme je vous le disais juste avant, bah, une fois que le décor a été complètement posé et qu'on est revenu à la scène où il s'est fait tirer dessus et que ça suivait un ordre chronologique, là du coup, j'ai pu poser entre guillemets mon cerveau, arrêter de me prendre la tête et suivre l'intrigue correctement. Et j'ai plutôt bien apprécié le film. Alors c'est un film qui n'est pas très apprécié, enfin de ce que je vois, les retours sont pas très bons. Moi personnellement, je me suis pas emmerdé, j'ai trouvé que les personnages étaient globalement bien développés, j'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante, le style mafieux justement des années on va dire 30 à 50, je pense que c'est dans cette période-là que ça se passe, c'était plutôt bien retranscrit donc non, ouais, non, c'était un film plutôt cool. Et je parlais de Robert De Niro qui est très bon dans le film, mais il y a pas que lui, enfin vraiment tout le casting est bon de manière générale et notamment je pense à Debra Messing qui interprète le rôle de la femme de Frank Costello, elle joue vraiment super bien. Donc celles et ceux qui n'auraient pas apprécié le film, ça m'intrigue en fait de savoir pourquoi vous ne l'avez pas apprécié. Il y a peut-être pas le rythme qu'on peut retrouver, dans des vieux films du style Les Affranchis, mais je trouve qu'au niveau de l'intrigue, c'était pas sous-développé. C'était même plutôt intéressant de manière générale quand on les voit au tribunal, notamment quand tu vois un petit peu comment ça se passait par rapport aux mafieux pour se sortir de situations un petit peu délicates. Non, j'ai trouvé que c'était plutôt bien retranscrit. Après, ça traîne peut-être un petit peu en longueur, comme je vous le disais, c'est pas forcément aussi rythmé que peuvent l'être d'autres films. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Donc pour moi, si vous aimez les films de mafieux, c'est plutôt un film que j'aurais envie de vous recommander. Pfiou, et nous en avons donc terminé pour cette première vidéo multicritique. Alors comme vous l'avez constaté, il y a un petit peu de tout. Il y a des films que j'ai vraiment pas aimés, il y a des films que j'ai trouvé moyens, il y en a un, deux que j'ai
plutôt apprécié. Non, il y en a vraiment un seul, on va dire, dans la liste que j'ai plutôt apprécié. N'hésitez pas à me faire justement vos retours sur les films en question, me dire si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous comptez aller les voir. Et oui, je sais, la plupart d'entre eux ne sont plus à l'affiche, mais je veux dire par là si vous comptez les voir à un moment donné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'allais dire pour vous tenir au courant de l'actualité, mais non plus forcément, mais en tout cas pour ne pas manquer mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et enfin, il ne me reste plus comme d'habitude qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.